Nous sommes au cœur de la partie aménagée de la Veine d'Orniac, qui représente une petite partie de l'ensemble de la cavité qu'on connaît aujourd'hui. Il s'agit d'un patrimoine naturel majeur, lié à ses volumes et puis à la richesse de son concrétionnement. Et une partie de la grotte est une réserve, une zone qui est en protection intégrale, un endroit où on a fait le choix, il y a une quinzaine d'années maintenant, de ne guider personne, parce que c'est un endroit qui est plus loin, c'est un endroit qui est plus difficile d'accès, et c'est aussi et surtout un endroit qui est beaucoup plus fragile que le reste de la cavité. La Veine d'Orniac est l'une des grottes naturelles les mieux étudiées de France. Des géologues, des karstologues travaillent sur cette cavité pour comprendre sa formation, mais aussi pour mesurer l'enregistrement des changements climatiques qui ont eu lieu pendant les ères géologiques. La géomorphologie, notamment, appliquée au milieu karstique ou au milieu souterrain, ça va être essayer d'analyser les morphologies, la forme du relief. On va voir les cavités évoluer au cours du temps et on va petit à petit pouvoir caler une histoire. Et à un moment donné, on va toucher un peu plus au temps des hommes. Pour nous, préhistoriens, ce sont des éléments très importants puisqu'ils documentent les environnements des hommes du passé. Les traces d'occupation préhistorique sont par ailleurs nombreuses sur ce territoire et nous avons sur le grand site de la Veine d'Orniac 2 sites archéologiques majeurs que sont Orniac 3, qui conserve l'une des occupations les plus anciennes du sud-est de la France, datée de moins 350 000 ans, l'époque des pré-néandertaliens, et le site de Baume de Ronze, qui dans un cadre exceptionnel a enregistré des occupations répétées depuis le Paléolithique et surtout le long du Néolithique. L'existence de ces sites archéologiques justifie pleinement l'implantation d'un musée de préhistoire sur le grand site de la Veine d'Orniac. Et ce musée valorise le patrimoine d'un territoire beaucoup plus vaste puisqu'il englobe l'ensemble de l'Ardèche et le nord du Gard. C'est à partir de 1867 que ceux que nous appelons les pionniers de la préhistoire ardéchoise ont réalisé leurs premières fouilles et montré immédiatement l'extraordinaire richesse de ce territoire. Ils rêvaient aussi de la création d'un musée. Et malheureusement, il aura fallu attendre un bon siècle pour que ce musée s'ouvre enfin en 1988. De nouvelles découvertes ont été réalisées, de nouvelles collections sont entrées au musée et bien entendu s'est imposée la rénovation de cet ancien musée de la préhistoire et sa transformation en ce qu'on va appeler la cité de la préhistoire. Le musée conserve les vestiges de plus de 1300 sites archéologiques dont l'étude va favoriser la valorisation par des expositions et des publications. C'est donc l'aboutissement d'un long processus qui démarre sur le terrain par la fouille. La préhistoire a le but de retrouver tout ce que l'on peut savoir sur les civilisations passées. On cherche quelque chose de particulier, on essaie de répondre à une question, on a une interrogation. On va sur le terrain et sur le terrain on trouve des faits qui sont dans un contexte. Les recherches se font dans des milieux très différents. Ça peut être des grottes, des abris, à l'extérieur, ça peut être des monuments. La base de ces recherches, c'est la fouille. L'archéologie, c'est la recherche du moindre indice qui va nous permettre de remettre dans leur contexte les objets que l'on découvre. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un objet sorti de son contexte perd toute information scientifique. L'archéologie exige donc des compétences et s'exerce dans un cadre légal. Les personnes qui ne respectent pas ce cadre mettent à mal notre patrimoine. La position de chaque objet est fondamentale puisqu'elle nous apporte des informations. Si quelqu'un se met à détruire cette couche archéologique juste pour récupérer un objet, il fait disparaître une quantité d'informations beaucoup plus importante qu'il ne peut imaginer simplement en prenant un morceau d'os ou un morceau de silex. Le premier point à bien réaliser, c'est que la fouille est une destruction. Donc, avant de fouiller un site, s'il n'est pas menacé par ailleurs, il faut que ça réponde à un problème précis, que l'on sache pourquoi on fouille ce site. Dans un premier temps, on doit estimer l'intérêt et la richesse d'un site. Donc on fait ce que l'on appelle un sondage, c'est-à-dire on ouvre 1 ou 2 mètres carrés, on fouille le plus profond que l'on peut, et à partir de là, ça nous permet de voir si ce site vaut la peine d'être fouillé et de s'impliquer de nombreuses années pour obtenir le maximum d'informations. Dans la grotte Membrin, on relève 7 passages principaux de population. On a plusieurs milliers de restes osseux, plusieurs milliers de pièces de silex et d'outils et d'armes.
Ce qui est important, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais c'est l'association de ces objets dans une couche archéologique et dans leur contexte précis. La fouille est divisée en carrés. Alors c'est un peu comme un mot croisé, c'est-à-dire on a un carré qui par exemple peut s'appeler A4, A5 ou N7, et chaque fouilleur donc est responsable d'un carré et donc va dégager les objets, et quand les objets sont dégagés, il va les coordonner par rapport à ce carré. Donc ces fouilles ont lieu en général 2 mois et demi par an sur le terrain. Donc c'est des campagnes d'été qui sont réalisées à l'aide de bénévoles, qui sont généralement des étudiants en archéologie, qui sont aussi là pour leur formation. C'est de l'os. Quand on fait une fouille archéologique, on met en place des coupes stratigraphiques. Pour nous, c'est très important parce que l'agencement des couches sédimentaires et des différentes pierres et éléments qu'elles peuvent renfermer vont nous indiquer comment le site s'est mis en place à travers le temps. L'archéologue du XXe siècle arrive au bout de ce déroulé du temps et remonte le temps en descendant dans le sol progressivement. Il épluche les différentes strates de sol qui se sont accumulées pour identifier, isoler chacune de ces occupations. Allez, tamisage. Tout ce qu'on ne peut pas ramasser sur la fouille. Il y a les pièces qu'on relève dans les 3 dimensions et puis après il y a tous ces micro-éléments qui nous donnent d'autres informations. Donc on va savoir les quantités de petits ossements brûlés et puis des petites informations comme les micro-éclats en fait permettent de savoir s'il y a eu du débitage ou de la retouche sur le site. Chaque objet, lorsqu'il est coordonné, il est mis dans un sac individuel avec une étiquette. Et ensuite, il part au traitement, en quelque sorte, puisqu'on va aller le laver, on va le marquer. Et on va ensuite le conditionner de manière à l'envoyer aux différents spécialistes. Il y a des équipes de terrain et puis il y a un staff scientifique qui est composé d'une 20aine de personnes dans lequel on a des paléontologues, des archéozoologues. Alors l'archéozoologie, c'est la manière dont l'homme va traiter l'animal, la découpe, la chasse, etc. Des anthropologues qui vont étudier les restes humains, des gens qui vont faire les datations, des gens qui vont étudier la géologie, les sédiments, la tracéologie, l'origine des silex, les microphones, les charbons, les pollens. Il y a vraiment toute une armée de scientifiques qui va se pencher sur ces questionnements, les isotopes, tout ce que vous voulez, l'ADN. Tous les éléments d'information qu'apporte chacun des spécialistes va concourir au même objectif, la reconstitution des activités, du mode de vie et de ce que l'on a fait sur le site. Plus de 1300 sites archéologiques régionaux sont déposés dans les réserves du musée. Mais il faut bien savoir que moins d'1% des objets qui correspondent à ces sites archéologiques sont exposés dans le musée, dans l'exposition permanente et présentés au public. Les réserves d'un musée, ce n'est pas un endroit où des objets archéologiques sont entassés et dorment pour l'éternité. C'est un véritable pôle de recherche vivant autour duquel va s'organiser cette recherche scientifique par la venue de jeunes chercheurs, d'étudiants qui vont travailler sur ces collections et en extraire de nouvelles connaissances. Et grâce à l'organisation dans ces réserves de ces collections, on va pouvoir avoir un accès facilité pour ces chercheurs qui vont petit à petit enrichir le musée en lui-même en rajoutant un objet ou en rajoutant une information qui n'était pas existante auparavant. Donc le musée est un organe vivant de la recherche et un vrai pôle ressource de cette recherche. Préhistoire, c'est pour savoir par exemple comment le premier monde qui a existé. Par exemple que là, le monde qui était là et le monde qui était avant, c'était pas pareil. Parce que le monde avant, il y avait peut-être des gens de la préhistoire là par exemple. Il y avait peut-être un campement, on ne sait pas. De nombreux chercheurs nous ont aidés à élaborer le parcours muséographique de la Cité de la Préhistoire, avec un discours que l'on souhaite à l'image de la recherche actuelle. Les recherches en préhistoire consistent à comprendre l'histoire de l'évolution biologique et culturelle de l'homme au sein des environnements passés. Si le préhistorien veut être attractif, s'il veut donner de la chair à ce qu'il a trouvé, s'il veut essayer d'expliciter auprès du grand public sa découverte, il doit vulgariser.
il doit prendre des risques et donc il doit essayer de reconstituer la partie de sa documentation qui n'existe pas. Pour essayer de comprendre un petit peu mieux le matériel archéologique auquel on est confronté, on a développé depuis quelques années un ensemble de méthodes qui s'intègrent dans ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale et qui consiste en fait à reconstituer les gestes en mettant en œuvre dans les mêmes conditions que les hommes préhistoriques, les mêmes matériaux, donc ça peut être aussi bien de la taille du silex que la fabrication de poterie. Et ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux comment ils ont fait. Reconstituer une arme préhistorique est proche du fait archéologique, c'est-à-dire que l'on se base sur l'étude du matériel, mais aussi sur de nombreuses expérimentations. Ce n'est pas tout à fait la même chose lorsque l'on doit reconstituer une scène de vie, comme a pu le faire Benoît Clarisse, qui se base sur une documentation scientifique très fournie, concernant les activités ou l'anatomie des personnes. Mais dès qu'il s'agit de parler de couleur de peau, de façon de porter un vêtement ou des attitudes, eh bien nous rentrons beaucoup plus dans le subjectif, pour ne pas dire l'imaginaire. C'est une interprétation parmi un champ des possibles et que naturellement cette interprétation elle sera amenée sans doute à être corrigée. Par exemple, tiens là, les pêcheurs sont uniquement des hommes. Je suis persuadé et légitimement que pas mal de préhistoriens et de préhistoriennes reprocheraient l'idée qu'il n'y ait pas par exemple une femme en train de pêcher. Et cette image-là, elle nous dit des choses à la fois bien sûr sur jusqu'où peut-on aller à partir des traces que nous avons pour reconstituer un mode de vie préhistorique, mais elle nous dit aussi des choses sur notre propre regard qui naturellement s'est engouffré dans les lacunes de nos connaissances pour y plaquer ou y projeter nos propres perceptions du monde. Ce qui est déjà un petit peu plus compliqué pour nous, c'est de valider la reconstitution vestimentaire. Sont-ils totalement nus? Sont-ils complètement couverts entre les deux? Là, il y a un compromis qui a été choisi, mais je pense que cette scène est reconstituable et en l'état me satisfait en tant que chercheur et que préhistorien. Quand on met bout à bout toutes les reconstitutions qui ont pu être produites depuis 100 ans, eh bien on voit évoluer le regard du préhistorien sur cette période. Et c'est la meilleure chose que de voir précisément ce regard évoluer. Ça signifie tout simplement que notre interprétation, notre perception de ce passé a été transformée au fur et à mesure des découvertes et des recherches. Et le regard que nous portons, nous, aujourd'hui, sur le passé, va changer à l'image de notre société. D'une certaine manière, il s'agit de penser l'inconnu, un inconnu qu'on n'a jamais vu. Comment on le pense aujourd'hui avec les outils que l'on a? La Cité de la Préhistoire est heureuse de vous proposer à présent de continuer votre visite pour aller à la rencontre des hommes et des femmes de la préhistoire, en prenant connaissance de leur environnement, de leur façon de vivre, de ce que les sites archéologiques ont bien voulu laisser comme trace de leur culture. Venez découvrir l'homme préhistorique qui est en vous.